Alors imaginez un peu la France, là, juste avant le XXe siècle. C'est une société qui est en train de complètement changer de visage. Des milliers de gens quittent les campagnes pour aller bosser dans les usines. Et c'est pile là, dans ce bouillonnement social, que va naître une idée hyper puissante, l'union des travailleurs. C'est une histoire de colère, d'espoir, de division aussi, et de victoire, qui a au final façonné la France qu'on connaît aujourd'hui. Allez, c'est parti, on plonge dans cette histoire incroyable. Voilà, on commence avec cette phrase, c'est notre point de départ. Elle a été prononcée par un ouvrier de l'époque. Et franchement, elle résume tout. L'urgence, la nécessité absolue. Là, on ne parle pas d'un choix. C'est une question de survie, purement et simplement. Et c'est vraiment cette rage, cette conviction profonde que la grève, eh bien, c'est la seule arme pour se faire entendre, qui va être le moteur de décennies de lutte. Alors, pour ce parcours, on va suivre 4 grandes étapes. D'abord, on va voir la naissance un peu fragile du mouvement. Ensuite, on passera par une véritable épreuve du feu. Puis, on verra comment l'unité a pu être retrouvée pour finir en apothéose avec le grand triomphe de 1936. Bon, on attaque avec le tout début. Faut se remettre dans le contexte. On est au tout début du XXe siècle. Le syndicalisme en France, c'est encore un bébé, si on peut dire. Il est super fragile, il cherche un peu sa place, dans une France qui, elle, commence à peine à découvrir ce que c'est que l'industrie de masse. Pour bien saisir le truc, imaginez un peu un géant, mais avec des pieds en argile. La CGT, donc la Confédération Générale du Travail, elle est bien née en 1895, mais en réalité, c'est un peu une coquille vide à ce moment-là. Et la raison, elle est assez simple. La classe ouvrière elle-même, elle est toute nouvelle, pas très nombreuse et complètement éparpillée. Du coup, la CGT, elle est minée de l'intérieur par des disputes, un manque de discipline et, soyons clairs, un manque de moyens terrible. Et là, bim, 1906. Un texte va tout changer. La Charte d'Amiens. Et attention, c'est beaucoup plus qu'un simple papier. C'est carrément l'acte de naissance idéologique de ce qu'on appelle le syndicalisme révolutionnaire à la française. Le principe de base, il est super clair. C'est aux travailleurs et à eux seuls de se libérer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une indépendance totale, mais vraiment totale, vis-à-vis des partis politiques et de l'État. Et l'arme suprême pour y arriver? La grève générale. L'objectif final, c'est de tout renverser. Bon, cette flamme révolutionnaire toute neuve, elle va très vite se confronter à la dure réalité. La répression, une tragédie épouvantable, et puis carrément une guerre mondiale, tout ça va frapper le mouvement de plein fouet. Et croyez-moi, ça va le changer pour toujours. Ce chiffre, prenez une seconde pour y penser. Plus de 1100 morts. C'est le bilan terrible, effroyable, de la catastrophe minière de Courrières dans le Nord en 1906. C'est un traumatisme qui va marquer la conscience ouvrière au fer rouge, vraiment. Mais ce qui a provoqué une colère noire, ce n'est même pas l'accident en lui-même, aussi terrible qu'il soit. Non, c'est l'abandon. Ce sentiment insupportable d'être considéré comme jetable. Imaginez, des centaines d'hommes encore en vie après le coup de Grisou ont été abandonnés au fond, laissés pour morts. Pourquoi? Parce que la compagnie minière a estimé que les secours coûtaient trop cher, que leur vie valent moins que l'argent. Évidemment, ça a déclenché une grève gigantesque et ça a permis d'imposer enfin les premières vraies règles de sécurité. La décennie qui suit, c'est un vrai tourbillon. D'abord, la Première Guerre mondiale vide les usines, bien sûr. Mais la misère qui s'installe, elle, fait naître de nouvelles colères. Et puis arrive de Russie le vent de la Révolution. Ça enflamme complètement les esprits ici. Résultat, le nombre de syndiqués explose. Mais, il y a un mais. L'échec pénible de la grande grève des cheminots en 1920, c'est un vrai coup de massue. 18 000 licenciés d'un coup. C'est dans ce mélange, ce chaos d'espoirs fous et de défaites écrasantes, que la rupture va devenir inévitable. Et en 1922, ça y est, le mouvement se casse en deux. D'un côté, on a la CGT historique, qui reste la plus grosse. Eux, ils mettent un peu de côté le grand soir révolutionnaire pour se tourner vers une stratégie plus pragmatique, la négociation avec l'État. Et de l'autre côté, on a la CGTU, la unitaire. Elle est très proche du Parti communiste qui vient de naître, et elle veut garder bien vivante cette flamme révolutionnaire de la Charte d'Amiens. Et cette division, elle va vraiment marquer le syndicalisme français pour très longtemps. On se retrouve donc avec deux frères ennemis qui se détestent, tout semble les opposer, et pourtant, face à un danger beaucoup plus grand, eh bien ces deux-là vont être obligés de ravaler leur fierté, de mettre leurs disputes de côté et de se reparler. Alors là, on arrive au grand paradoxe des années 30. Intuitivement, on se dit que la misère, la crise économique, c'est le meilleur carburant pour la révolte, non? Et regardez ces chiffres, c'est parlant, les salaires qui s'effondrent, le chômage qui explose et atteint des sommets. Et pourtant, rien, ou presque rien. Le mouvement ouvrier est comme paralysé par ces divisions. Il ne bouge pas. Le déclic, ce ne sera pas la crise économique. C'est ça qui est fou. Non. Le déclic, il ne viendra pas du portefeuille vide, mais bien de la peur. Le 6 février 1934, une date clé.
Paris est en ébullition. Les ligues d'extrême droite manifestent violemment. La République est sur le point de tomber. C'est un véritable électrochoc pour tout le monde. Face à cette menace du fascisme qui est en train de monter partout en Europe, d'un seul coup, les petites querelles entre la CGT et la CGTU, ça paraît complètement dérisoire. Du coup, la réponse s'organise en urgence, en quelques jours à peine. Et là, le 12 février, il se passe quelque chose d'impensable. Les deux manifs, celle de la CGT et celle de la CGTU, partent chacune de leur côté, comme d'habitude, mais sur le parcours, les deux cortèges ennemis finissent par se rejoindre. Ils fusionnent, pour ne former qu'une seule et immense marée humaine qui crie son opposition au fascisme. L'image est tellement puissante qu'elle va devenir un véritable mythe, le symbole de l'unité retrouvée face à un ennemi commun. Alors, cette unité qu'on a retrouvée dans la rue, elle va ouvrir la porte à une unité politique. Et cette unité politique, elle va mener à une victoire électorale historique. Et c'est cette victoire qui va déclencher la plus grande vague de grève que la France ait jamais connue. On arrive au sommet de notre histoire. Mai 1936, le Front populaire, donc la coalition de gauche, gagne les élections. Et là, c'est comme si un barrage venait de sauter. D'un coup, une vague de grève immense, mais aussi joyeuse, déferle sur tout le pays. Mais attention, c'est pas des grèves comme les autres. Elles sont spontanées, festives et surtout, les ouvriers occupent leurs usines. Ce n'est plus juste « on arrête de travailler ». C'est un acte de réappropriation. On reprend possession de son lieu de travail et par là même de sa propre dignité. Ce slogan, il résume tout l'esprit de 1936. Occuper l'usine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire montrer qu'on est là, qu'on est fort. Ça veut dire inverser complètement le rapport de force. C'est prendre ce lieu de souffrance, d'aliénation et le transformer en un lieu de fête, de discussion, de conquête. C'est incroyable. Et pour des millions de travailleurs, pour la première fois, la victoire, elle semble là, à portée de main. Face à cette pression populaire immense jamais vue, le patronat et le nouveau gouvernement n'ont pas le choix. Ils doivent négocier. Le résultat de ces négociations, ce sont les fameux accords de Matignon. Et regardez un peu ce qu'il y a dedans. Ce ne sont pas juste des mots sur du papier, c'est la semaine de 40 heures. C'est la fin de ces journées de travail à n'en plus finir. Et surtout, les premiers congés payés. Pour tout le monde. Il faut s'imaginer ce que ça représente. Pour des millions de gens, c'est la première fois qu'ils vont voir la mer. C'est la découverte du temps libre. C'est, tout simplement, le début d'une nouvelle vie. Et au-delà de tout ça, il y a peut-être la plus grande révolution de 1936. Celle qui est moins visible, mais qui change tout. Jusqu'à présent, l'État, c'était un peu le gendarme du patronat, celui qui envoyait l'armée quand il y avait une grève. Là, il change de rôle. Il devient l'arbitre officiel des conflits sociaux. C'est ni plus ni moins la naissance du modèle social français qu'on connaît. C'est un héritage direct de ces quelques semaines de 1936. Donc 1936, c'est une victoire immense, c'est clair. C'est le moment où le syndicalisme devient vraiment un acteur de masse, un poids lourd de la société française. Mais toute cette histoire, elle nous rappelle quand même une chose essentielle. En matière de droits sociaux, rien n'est jamais acquis pour de bon. Ce n'est jamais gravé dans le marbre. Chaque avancée, c'est le résultat d'une lutte. Et tout ça, c'est une histoire de rapport de force permanent. Ce qui nous laisse avec une question au fond. Une victoire, est-ce que ça dure vraiment pour toujours ?